Bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on reçoit un voisin en réalité qui s'appelle Prem Mignot, qui est un jeune chercheur qui a été récemment privé par le CNRS dans lequel il est, puisqu'il a reçu la médaille de bronze, ce qui est une distinction très importante, très rare, et qui va nous présenter ses travaux de microbiologie. Et vous voyez d'emblée sur la première vue, il y a peut-être des extrapolations dans d'autres domaines strictement des microbes et qui ont trait en réalité aux populations de microbes et la façon dont les organismes individuels s'organisent au sein de populations plus larges. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui présenter ces données et puis, encore une fois, je m'excuse pour avoir dû changer à quelques reprises la date de l'invitation, mais encore une fois, je le remercie d'avoir accepté ses contraintes et sa présentation aujourd'hui. Merci beaucoup Michel pour cette invitation, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui peut-être vous est pas familier, mais finalement dont j'espère, et la façon dont j'ai vraiment organisé cette présentation, c'est que les principes que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense, ne sont pas des principes d'un microbe en particulier, mais sont peut-être des principes qui sont relativement généraux pour expliquer la base des comportements sociaux. D'accord? Et donc l'idée, ce que vous voyez sur cette diapositive, en fait, c'est des films qui sont en fait, on va dire, du plus intuitif vers le moins intuitif pour comprendre comment en fait des comportements sociaux sont organisés. Vous voyez ici en fait ce que vous avez ici là, ça c'est en fait si vous faites un Google, quel est le carrefour au monde le plus peuplé, et en fait il vous sort ce carrefour-là, c'est à Tokyo. Et en fait, ce qu'il y a de remarquable avec ça, c'est qu'en fait, il y a des milliers de personnes qui traversent la rue à cet endroit-là, et pourtant les gens traversent cette rue sans la moindre collision, ils savent exactement où ils vont, et ça, vous savez tous, au moins intuitivement, vous savez à quoi c'est dû. C'est dû d'abord, en fait, au cognitif, qui fait que, évidemment, chacun sait de façon spatiale où il est par rapport à l'autre, et fait en sorte de ne pas rentrer en collision avec l'autre, mais c'est également dû à une signalétique. D'accord? Qui ici, le code ici, ça va être la présence du marquage au sol, la présence de feu rouge, qui fait qu'on sait qu'à ce moment-là, on peut traverser, il n'y a pas de voiture, et également, et donc en fait, vous pouvez très bien envisager qu'en rentrant ces paramètres, vous êtes capable de modéliser un comportement social de ce type-là. Ces comportements sociaux très codifiés, très intuitifs pour nous, parce qu'en fait, on sait comment ils fonctionnent, sont également applicables pour des comportements animaux. Et là, vous avez ici le phénomène vraiment très connu du banc de poisson, très complexe à expliquer, d'accord? Et en fait, ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est qu'ici, en fait, on est dans du cognitif pur, puisqu'on est dans un milieu diffusible, et il y a très peu de signaux environnementaux qui permettent de codifier ces comportements, outre la vue et la capacité à sentir un autre individu. Ce qui est intéressant ici, et ça c'est un phénomène absolument impressionnant qui s'appelle en fait le cercle de la mort des fourmis. En fait, le cercle de la mort des fourmis fait apparaître une autre façon de codifier chez les animaux, qui va être le dépôt de molécules sur un substrat, qui va être ensuite senti par un autre individu et qui va permettre de coder véritablement les directions du mouvement. Ici, en fait, ce que vous avez, c'est le typique, c'est la phéromone de fourmi. Et dans ce qu'on appelle le cercle de la mort, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les fourmis ont déposé ces phéromones dans un cercle concentrique à tel point qu'elles ne sont pas capables d'en sortir et qu'en fait, elles vont tourner autour de ce cercle jusqu'à ce que mort s'ensuive. D'où la puissance véritablement de ces signaux. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que peut-être tout ça, c'est applicable au niveau cellulaire pur pour comprendre comment une bactérie est capable de se déplacer. Et ce que vous voyez ici dans ce film, c'est la bactérie sur laquelle on travaille, Myxococcus xanthus, qui est capable de se déplacer en tant que cellule individuelle, vous le voyez ici, mais également en tant que groupe hautement coordonné. Vous voyez que ce grand groupe suit ce petit groupe. Et ça implique forcément deux types de régulation. Une régulation, on va dire, de type cognitif, mais là, cette fois-ci, on sera au niveau moléculaire. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un individu soit capable de contrôler sa direction de mouvement? Mais également, et ça va être une partie plus spéculative de cet exposé, qui va être les bactéries déposent en fait des signaux moléculaires qui vont permettre à d'autres bactéries de les reconnaître et de suivre leurs congénères, ce qui va permettre de faire évoluer la coopération. Donc, dans cet exposé, je vais faire ça en deux parties. La première partie, en fait, je vais simplifier le problème et je vais regarder en fait au niveau d'une cellule individuelle comment cette cellule est capable de réguler son mouvement. Et dans la deuxième partie, plus spéculative, je vais vous proposer des pistes pour essayer de comprendre comment des bactéries sont capables de suivre d'autres bactéries. D'accord?
En fait, Myxococcus dentus, c'est une bactérie qui a un cycle développemental véritablement fascinant. C'est une bactérie de l'environnement et vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas, mais ça c'est un exemple, un film qui est à mon avis très impressionnant, qui vraiment récapitule très joliment le cycle cellulaire de cette bactérie. Ici, ce qu'on a fait là, c'est que vous avez ici, en fait, c'est sur une boîte de Petri, c'est une colonie d'Escherichia coli. Et au centre de cette colonie d'Escherichia coli, on a greffé un corps fructifère, c'est-à-dire en gros j'en ai une image ici. Ce que c'est un corps fructifère, c'est finalement une structure différenciée de cette bactérie dans laquelle les bactéries sont présentes à l'état dormant en tant que spores. Donc c'est une forme dormante, on a pris un corps fructifère et on a posé ce corps fructifère au centre de la colonie de colis. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait la présence de colis, en fait, comme cette bactérie est prédatrice, va entraîner la germination des bactéries et ensuite leur capacité à prédater colis et ensuite à reformer des corps fructifères. On le voit dans ce film ici. Vous voyez en fait au début, vous voyez, il se passe, attendez, je vais juste passer là, voilà. Au début, vous voyez pas grand chose. Et au bout d'un moment, vous voyez en fait qu'il va se passer, il y a l'apparition d'un halo de lyse. Et ce halo de lyse, en fait, se propage dans la colonie de colis. C'est parce que les cellules de Myxococcus sont en train littéralement de prédater les cellules de colis. En fait, ce que vous ne voyez pas, mais que vous allez voir apparaître à un moment donné, c'est que Myxococcus passe sous la colonie de colis, de sorte qu'à un moment donné, à peu près par là, vous allez voir en fait surgir, ça va arriver, Myxococcus sortir de la colonie de colis. En fait, il est passé par-dessous. Et en fait, l'intégralité de ça va en fait mener à la digestion complète de la colonie de colis. Et vous voyez que lorsque la colonie de colis est digérée, la bactérie rentre à nouveau dans son cycle de résistance, forme des corps fructifères dont la localisation est exactement localisée là où était la colonie de colis initiale. Ce qui est un tel cycle, en fait, nécessite forcément des mécanismes de coopération intercellulaire et des mouvements coordonnés de cellules, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc deux façons de regarder le problème. Façon simple, on prend une cellule et on dit comment est-ce qu'elle change de sa direction de mouvement. Et en fait, vous voyez cette cellule-là, ici, et vous voyez que cette cellule bouge dans un sens, et à un moment donné, elle va changer de direction de sorte qu'elle repart dans l'autre sens. Ce que vous avez remarqué, en fait, dans ce film-là, c'est que la cellule a changé de sens sans faire de demi-tour, ce qui veut dire qu'en fait, le pôle avant de la cellule, littéralement la tête de la cellule, est interchangeable de sorte qu'au moment du changement de sens, le pôle avant devient le pôle arrière. La question que je vais poser dans la première partie de ce séminaire, c'est comment en fait change-t-on la tête de la bactérie. Et vous avez accessoirement remarqué que lorsque la cellule est repartie dans la direction opposée, elle a suivi exactement la trajectoire qu'elle avait au départ, c'est-à-dire c'est représenté par cette trace ici. Et ça, c'est la deuxième partie que je vais développer ici, c'est comment une cellule, par exemple celle-ci ici, qui laisse une trace derrière elle, en fait permet à ce groupe de cellules de suivre exactement cette trace. Je tiens juste à préciser que ce que vous regardez coloré en bleu ou en rouge ne sont pas des marquages spécifiques, c'est justement en fait une image générée par ordinateur pour vous dire exactement où sont passées les cellules. Et pour vous mettre en évidence qu'effectivement là où passe cette cellule-là, ce groupe de cellules-là suit exactement la trace suivie par cette cellule. Ok? Première partie. Donc première partie, en fait, je vous parle au niveau cellule individuelle. Là, je vais rentrer un peu dans des histoires un peu moléculaires de comment ça se passe, sur ce qu'on a la régulation de la direction de mouvement par des cellules individuelles. Avant que, en fait, je puisse rentrer dans les détails de ça, je dois vous donner quand même des détails sur le mécanisme moléculaire du mouvement. En fait, vous pouvez avoir des questions sur le mécanisme moléculaire du mouvement, mais c'est pas on travaille beaucoup dessus au laboratoire, mais c'est pas le principe de ce séminaire aujourd'hui. Mais pour que vous compreniez comment ça se passe, il faut que vous sachiez comment ça bouge. Et en fait, ça c'est un travail qu'on a fait depuis 5 ou 6 ans avec notre groupe qui nous a permis en fait de proposer que la façon dont se déplace cette bactérie, c'est quelque chose qui ressemble aux mécanismes d'adhésion focale en fait, qui sont particulièrement étudiés chez les cellules caryotes et particulièrement chez les parasites de type apicomplexe. Ce que vous voyez là, en fait, c'est le principe proposé, c'est que vous avez en fait un complexe ici en vert qui est assemblé au pôle avant de la cellule de sorte qu'il couple une adhésion avec le substrat ici en bleu et une traction sur en fait une structure rigide hélicoïdale à l'intérieur de la cellule. Si vous avez un moteur moléculaire localisé ici dans la portion verte, en fait, vous pouvez imaginer qu'en fait, ce moteur tire sur la structure rigide à l'intérieur de la cellule, tout en restant adhéré à la surface du substrat, ce qui déclenche en fait le fonctionnement, le mouvement du corps cellulaire. Vous pouvez le voir en microscopie de fluorescence, c'est important parce que ça on l'utilise beaucoup. Et en fait, si vous utilisez une protéine que j'ai fusionnée à la YSP par exemple, et je regarde sa localisation au cours du mouvement, je vois en fait qu'elle localise dans des foyers et que ces foyers sont apparemment fixes par rapport au corps cellulaire qui lui est en mouvement, exactement comme ce que vous voyez ici. Si je pointe sur le complexe, il est apparemment fixe par rapport au substrat alors que le corps cellulaire est en mouvement, mais en réalité ce qu'il fait, c'est qu'il se déplace à l'inverse du sens du mouvement et à la même vitesse puisque c'est lui qui le propulse.
Et très rapidement, et ça c'est pareil, c'est un détail qui n'est pas particulièrement important pour ce séminaire, on a pu caractériser la structure moléculaire de ce complexe. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce complexe est donc un complexe qui traverse intégralement l'enveloppe cellulaire, couplé à un moteur moléculaire, ici représenté en jaune-orange, qui utilise directement la force photomotrice pour déplacer le mouvement. Ce qui est important pour ce séminaire, même si en fait vous n'avez pas bien compris le mécanisme de motilité, ça n'a pas beaucoup d'importance ici, c'est de comprendre qu'on peut suivre la localisation de ce complexe en prenant des protéines fusionnées à la YFP qui localisent à cet endroit du complexe. C'est ce que vous voyez ici. Ok. Donc maintenant que j'ai donné en fait les bases qui me permettent véritablement de rentrer dans les détails de ce qu'on fait, vraiment la question que je pose, c'est comment est-ce qu'une cellule est capable de changer de direction de mouvement. Et donc, en fait, c'est très simple. Finalement, la logique, elle est là, quoi. C'est que si ce que vous voyez là, ça vous dit qu'en fait les pôles de la cellule sont invertibles et que donc en fait forcément le changement de direction doit être associé à une inversion dynamique de la polarité cellulaire. La question c'est est-ce qu'on peut la visualiser au niveau de la molécule, au niveau moléculaire. Donc ce qu'on a fait, c'est de prendre une protéine qui est en fait associée à ce complexe de motilité et de voir si on était capable de voir cette protéine localisée au pôle avant de la cellule et changer de pôle lorsque la cellule change de direction. Et c'est ce que vous voyez ici, deux protéines en fait, associées au système de motilité. Vous voyez qu'en fait ces protéines-là s'associent à un pôle ici, et que lorsque la cellule change de direction, ces protéines sont systématiquement redirigées au pôle opposé. Donc la réponse à la question initiale, c'est les cellules changent de direction par une redirection de protéines clés associées à la motilité au pôle opposé. Et donc la suite de cette première partie, c'est comment ça se passe du point de vue moléculaire. Je vais tenter de vous convaincre que ça c'est dû à un régulateur central que l'on appelle la protéine MGR. Cette protéine va définir la tête des cellules. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là de façon suivante, très simple, ça veut dire on est des généticiens, on est des biochimistes, on avait cette protéine que je vous ai présentée qui oscille d'un pôle à l'autre, et on s'est dit, petit détail quand même important, c'est qu'on savait que cette protéine-là n'est pas la protéine qui définit la tête, mais c'est une protéine du complexe de motilité. Donc c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une protéine qui ensuite est recrutée par la protéine qui définit la tête pour activer le complexe de motilité. Donc nous, on cherchait l'activateur. L'activateur, on allait chercher par simple interaction. On est parti sur le fait qu'on avait cette protéine qui localisait au pôle, on l'a fusionnée à un tac, et on a cherché en fait à trouver une protéine qui interagissait avec. Et quand on fait ça, on tombe sur une protéine qui s'appelle la protéine MGA. On mute cette protéine MGA, on fait un mutant, on regarde la localisation de cette protéine et on voit que la protéine que je vous ai montré avant qui localise au pôle et le long de ce foyer qui représente la localisation du complexe de motilité devient largement diffuse dans les cellules. Seules quelques cellules ont encore une faible accumulation de cette protéine au pôle. Donc là maintenant on a trouvé, au moins là on est dans un critère, effectivement cette protéine MGA semble importante pour la localisation de cette protéine. Donc quelle est la fonction de cette protéine MGA? On mute MGA, très simplement, et on regarde son impact sur la motilité. Si on n'est plus capable de recruter le complexe au pôle de la cellule, on doit abolir la capacité des cellules à se déplacer. C'est ce que vous voyez ici. Vous regardez ici, en fait, ce qu'on regarde ici, c'est un bord de colonie, et ce bord de colonie, on regarde les cellules qui se déplacent en bord de colonie. Vous voyez que si j'inactive la protéine MGA, je ne vois plus du tout de motilité en bord. Donc, conclusion simple, la protéine MGA est importante pour la motilité. Qu'est-ce que c'est MGA? C'est là que ça devient intéressant. MGA, en fait, ça, c'est les eucaryotistes sont très familiers de ce type de protéines. C'est ces petites protéines de la petite protéine G de la superfamille RAS. Et ça, c'est ce qu'on appelle des switch moléculaires. Vous avez ici, en fait, la structure de la protéine MGA a été résolue en 2011 par le groupe de Wettinghofer, qui vous montre que c'est un fold typique d'une protéine de la superfamille RAS. Qu'est-ce que c'est ces petites protéines? C'est des switch moléculaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la protéine est associée au GTP, elle est active. Et quand elle est active, elle recrute un effecteur. Par contre, lorsqu'elle est associée au GTP, elle est inactive. D'accord? Le cyclage de la forme GTP à la forme GDP n'est pas. La protéine elle-même a une activité GTPase très faible. Elle a besoin de facteurs accessoires comme des GTPase activating proteins qui vont convertir la forme GTP en forme GDP et des guanine nucléotide exchange factor qui vont faire la réaction inverse, c'est-à-dire de substituer la GDP par un GTP pour réactiver la protéine. Ça, vous en avez juste besoin pour comprendre la science. Donc, je reviens je récapitule un petit peu pour ne pas vous perdre, d'accord? Je vous ai dit, on a vu que le changement de direction est dû à une redirection des complexes de motilité.
Je vous ai dit qu'on a trouvé cette protéine, on soupçonne fort que cette protéine est le déclencheur de ce changement. La question, c'est comment le montrer. Première chose, de façon très simple. Donc, en gros, et là, alors là, je fais on va dire que j'utilise un artifice qui est, je vous donne d'abord la conclusion, parce que c'est plus simple que vous ayez la conclusion, et ensuite, je vais vous donner les manies qui vous permettent, en fait, de juger de la qualité de la conclusion. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que cette protéine MGA définit la tête de la cellule lorsqu'elle est associée au GTP, en bleu. D'accord ? Lorsqu'elle est associée au GTP, elle est active, elle recrute des composants essentiels des complexes de motilité. Elle est localisée au pôle avant des cellules, parce que localisée de l'autre côté, il y a un régulateur clé qui est une GAP, GTPase Activating Protein, qui fait que lorsque MGA atteint le pôle arrière, elle est systématiquement convertie sous sa forme GDP, ce qui empêche son accumulation. Et ce faisant, vous établissez un axe de polarité. C'est-à-dire, la protéine est localisée à un seul pôle parce que son régulateur négatif bloque son accessibilité à l'autre pôle. Et ce qui va se passer, c'est lorsque la cellule change de direction, ces deux protéines sont inversées. Et on discutera dans un deuxième temps de comment elles sont inversées. Donc, pourquoi je peux dire ça? Première chose, je peux vous montrer que MGA localise effectivement au pôle avant des cellules. Ça, c'est en fait le même truc. Ça devient un truc classique chez nous. Prenez la protéine MGA, vous lui fusionnez la YFP et vous regardez son comportement pendant la motilité. Vous voyez que là, cette fois-ci, la protéine localise à un seul pôle à l'avant des cellules et que, comme attendu, lorsque la cellule change de direction, elle relocalise au pôle opposé. D'accord? Ça, en fait, ça c'est une autre façon plus claire, ou en tout cas plus statique de le voir. Vous voyez, cette cellule se déplace dans ce sens-là, la protéine est à un pôle, elle change de direction, elle se relocalise à l'autre pôle. Donc effectivement, cette protéine est localisée au pôle avant des cellules. Deuxièmement, en fait, je vous ai parlé du régulateur négatif. Comment on l'a trouvé celui-là? En fait, ça c'est l'avantage des bactéries, c'est que généralement les fonctions sont couplées, et il s'avérait que lorsqu'on a trouvé la protéine MGA, elle est localisée en aval d'une protéine MGLB. Qu'est-ce que c'était MGLB? On regarde la séquence de protéines, ça ne nous dit rien. Par contre, ce qu'on a fait, c'est simplement de faire un test où on a purifié MGA et on a mesuré son activité GTPase. Donc dans ce test-là, ce que vous faites, prenez la protéine MGA, vous la purifiez, vous la chargez avec du GTP radioactif et vous regardez le relargage de phosphate radiomarqué au cours du temps. Vous voyez que si vous prenez MGA seul et vous regardez la quantité de phosphate radiomarqué relargué lorsqu'elle est incubée seule, c'est quasiment négligeable. Ce qui vous montre que MGA, comme attendu, a une activité GTPase intrinsèque extrêmement faible. En revanche, lorsque vous prenez la protéine MGLB et vous la rajoutez à la réaction, vous obtenez une augmentation dose dépendante très claire de l'activité GTPasique de MGA. Conclusion, in vitro, MGLB est une GTPase activating protein de MGA. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Elle inactive MGA. Donc maintenant, une fois que vous avez injecté ça, vous pouvez en fait maintenant dire ok, il m'a dit MGA est au pôle avant, MGLB régule l'état de MGA, maintenant qu'est-ce que fait MGLB vraiment dans la cellule? On repart en arrière, on prend MGLB, on la fusionne à la YFP et on regarde sa localisation. Quand on fait ça, vous voyez qu'à la différence de MGA, MGLB localise au pôle arrière de la cellule. D'accord? Ça c'est intéressant parce que je vous ai dit que MGLB était un régulateur de MGA, et d'un autre côté je vous dis que spatialement il n'interagit pas du tout là où est MGA. Paradoxe apparent. Ça c'est simplement pour vous montrer qu'effectivement là c'est MGA au pôle avant, mais vous pouvez vraiment montrer que ces deux protéines sont localisées à des pôles opposés et oscillent en opposition de phase en faisant des cellules bicolores. Vous voyez ici que MGLB est en rouge et MGA est en vert. Et vous voyez qu'en fait, chaque fois que vous faites une cellule est à un pôle, l'autre un pôle opposé, quand les cellules changent de direction, elles se retrouvent localisées de façon différente. Comment ça se passe? Ben, vous pouvez faire la manip suivante. MGA est localisé en un seul pôle dans une cellule qui change de direction, où est localisé MGA lorsqu'on enlève MGLB. En d'autres termes, je fais un mutant MGLB, je regarde la localisation de MGLA. Okay? Quand je fais ça, je m'aperçois que MGLA, cette fois-ci, localise deux pôles. Quelle est la conclusion de ça? La conclusion de ça, c'est-à-dire que la présence de MGLB au pôle arrière bloque l'accumulation de MGLA au pôle arrière. D'accord? Ça, je vous montre ça, en fait, ça, ce sont juste les quantifications qui vous montrent qu'effectivement, dans un wild type, MGLA est exclusivement localisé à un pôle. En revanche, dans un mutant delta MGLB, MGLA est symétriquement localisé. Donc, je vais en finir avec le mode d'action de MGLB sur la dernière, pour vraiment vous donner un peu vraiment l'idée de comment fonctionne ce système. C'est que vous avez MGLA au pôle avant, vous avez MGLB au pôle arrière, vous avez montré in vitro que MGLB est une GAP de MGLA.
Et je vous ai montré que si j'enlève MGLB, MGLA va localiser au pôle arrière. Donc vous en faites vous-même la conclusion. Est-ce que c'est l'activité gap de MGLB à l'arrière de la cellule qui bloque la localisation de cette protéine MGLA? Comment peut-on le tester? On peut le tester de façon assez simple, ce qui veut dire qu'en fait la littérature des protéines superfamiliales c'est très abondante et on sait qu'il y a des mutants qui bloquent la protéine dans son état GTP de sorte qu'elles sont absolument insensibles à l'activité de la gap. C'est en fait un mutant qu'on appelle le mutant Q82E. Donc ce que je fais là, c'est que je prends MGLA, je mute Q82 et je la remplace par L, et ensuite je purifie cette protéine. Ce que je montre ici, c'est que si je prends MGLA tout seul, comme tout à l'heure je l'ai montré, ça hydrolyse pas le GTP. Si je prends MGLA tout seul et je rajoute MGLB, comme tout à l'heure, ça se met à joliment hydrolyser le GTP. En revanche, si je prends la forme Q82L, je la charge en GTP et elle se charge bien, mais là, je rajoute MGLB, je vous montre que cette protéine est insensible à l'activité de MGLB. D'accord? Donc ça veut dire que là, maintenant, j'ai un outil qui va me permettre de tester in vivo si l'activité gap de MGLB est essentielle au blocage de l'accumulation de A au pôle arrière. Okay? Donc, je reviens. Je vous ai dit, MGA-YFP dans un delta MGLB est localisé aux deux pôles de la cellule. Si j'exprime la forme Q82L, et si c'est l'activité gap de MGLB qui bloque effectivement son accession au pôle arrière, ça veut dire que si j'exprime MGA Q82L, même s'il y a MGLB, je dois trouver MGLA localisé aux deux pôles. D'accord? Et la réponse, c'est effectivement le cas. Ici maintenant, malgré le fait qu'MGLB soit toujours localisé au pôle arrière, dans ce cas-là, MGLA s'y accumule, ce qui vous montre que c'est véritablement l'activité gap de MGLB. Donc, ce que je vous ai montré, c'est simplement, en fait, tout ça, c'est beaucoup de manips, juste pour vous montrer qu'en fait, la polarité de la cellule est maintenue par un facteur associé au GTP qui définit le pôle avant, et en fait, qui s'associe à ce pôle exclusivement parce que son régulateur négatif localise le pôle opposé. Maintenant, la question sur laquelle on travaille toujours, je dois l'admettre, c'est, ok, comment vous faites pour changer ça dynamiquement? Là, je vous ai simplement dit, voilà comment on polarise la cellule, mais maintenant, il faut comprendre comment l'inversion de polarité peut être générée. Ce qu'on sait, c'est que l'inversion, et ça, c'est pas nous qui l'avons montré, ça, c'est des études génétiques des années 80 qui montrent qu'un système de transduction du signal, d'accord, est essentiel à cette inversion de polarité. Ce système de transduction du signal, c'est un système de type chimiotaxie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un récepteur, ici, la protéine Frise CD, qui est associé à une kinase, je passe des détails de ces accessoires-là, et qui amène à l'autophosphorylation de la kinase, qui phosphoryle un régulateur de réponse. Et ça, on sait génétiquement que si on n'a pas ce système, les cellules ne changent jamais de direction. D'accord? Donc ça amène à un modèle relativement simple qui est de dire, ah, est-ce qu'on peut envisager que MGLA est localisé au pôle via une interaction avec ce régulateur, il est localisé comme ça, et que la phosphorylation de ce régulateur, en fait, va permettre, par un mécanisme moléculaire qui reste à déterminer, de changer la polarité. Ça, je vous montre effectivement, ça c'est une manip qui vise à vous montrer que effectivement l'activité de ce système de transduction de signal n'a pour but que de changer la localisation de la protéine MGA. C'est pas très facile à comprendre, mais vous allez voir. Ici, ce que je mesure, c'est la fréquence à laquelle les cellules réversent. D'accord? C'est déclenché par cette activité du système Frise. Je mesure donc ici, vous mesurez le nombre de réversions par 30 minutes. Vous avez ici une fréquence pour le sauvage. Vous cassez, vous inactivez la kinase, le gène Frise E, et vous voyez que cette fréquence s'effondre, normal, puisque je vous ai dit que le système FRZ, Frise, est essentiel pour déclencher cette réversion. En revanche, si vous prenez en fait des mutants comme MGA Q82L qui lui est bloqué sur sa forme GTP, donc ne peut plus cycler, d'accord, il a une fréquence de réversion fixe inaltérable, d'accord. Et cette fréquence de réversion, si vous combinez ce mutant avec un mutant Frise MGLB, est toujours dominante. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ce type de manip génétique, mais ça vous dit que le cycle GTPase de MGA est effectivement en aval de la cascade Frise. Donc effectivement, le mode d'action de ce système Frise, c'est de changer la localisation de MGA. Comment il le fait? Il le fait par une protéine qu'on a découverte qui s'appelle la protéine ROMR. Et cette protéine localise au pôle avant des cellules. Ici, en fait, je vous montre simplement cette protéine ROMR. Elle est associée à la M-cherry. Vous voyez qu'elle localise au pôle avant des cellules. Et quand les cellules changent de direction, elle relocalise au pôle opposé. Cette protéine ROMR localise au pôle des cellules, même s'il n'y a pas MGLA-B. C'est important parce que je vous ai dit que dans notre modèle, le régulateur devrait localiser la protéine MGLA au pôle.
Si j'enlève la MGLAB, je voyais que cette protéine localise toujours au pôle. Et finalement, cette protéine romère interagit directement avec la protéine MGA dans un poulain et est effectivement absolument nécessaire à la localisation polaire de MGA. Vous voyez ici, localisation de MGA dans un sauvage, vous enlevez romère, vous perdez la localisation. En fait, j'arrive à la fin de la partie la plus compliquée de ce talk, qui était la partie la plus moléculaire, celle qui est la plus barbante, d'accord, mais qui en fait me permet de vous proposer que cette bactérie-là, mais c'est vrai chez beaucoup d'eucaryotes, c'est-à-dire que la polarité des cellules eucaryotes est définie par les petites protéines de la famille G. D'accord. Et en fait, vous avez ici un système entre guillemets relativement simple où une seule protéine définit la tête. Et que cette tête, en fait, est définie parce que la queue accumule un facteur de régulation négatif. Et ce que je vous dis ensuite, c'est que c'est invertible parce que c'est un régulateur phosphorylable qui dirige en fait la localisation de cette protéine MGA au pôle avant de la cellule. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué dans les détails, mais le principe, c'est ça. Et ça, c'est le principe sur lequel on travaille. Voilà. Donc là, je vais passer sur une partie plus ludique, qui est la partie petit poussé. Que font les bactéries pour signaler derrière, en fait, à leurs congénères, où ça doit se passer. Et en fait, je rentre dans un concept dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, qui s'appelle en fait le concept de stimergie. Qu'est-ce que c'est la stigmergie? La stigmergie, alors en anglais, je vous le lis en anglais parce que c'est compliqué à traduire pour moi là, c'est stigmergie is a mechanism of indirect coordination between agents or action. The principle that the trace left in the environment by an action stimulates the performance of a next action by the same or a different agent. In that way, subsequent actions tend to reinforce and build on each other, leading to the spontaneous emergence of coherent, apparently systematic activity. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben ça, c'est les phéromones. C'est, je passe, voilà, je vais vous donner un exemple clé. Une fourmi sort de la colonie. Elle tombe sur une source d'eau. Qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? Première chose, elle boit pour elle, mais ensuite elle boit pour ses congénères. Quand elle rentre vers la colonie, cette fois-ci, ce qu'elle ne faisait pas avant, c'est qu'elle balise le chemin en laissant des phéromones, et ça, elle fait traîner l'abdomen sur la surface. Elle arrive à la colonie, et elle fait comprendre à ses congénères qu'elle a trouvé une source d'eau en les faisant boire. De cette façon-là, les congénères comprennent deux choses. Il y a de l'eau, et ensuite, l'odeur et la phéromone de cette fourmi-là va me permettre de retrouver la source d'eau. D'accord? La stigmergie, c'est ça. C'est une signalisation de baliser l'environnement. Alors, en quoi c'est applicable pour les bactéries? Je vous ai dit qu'en fait, déjà, je vous ai montré, je pense, de façon assez convaincante, que les bactéries sont capables de se suivre. Mais maintenant, si on regarde de plus près, effectivement, on voit qu'elles déposent quelque chose. Vous voyez ici, par exemple, cette bactérie-là, qui se déplace toute seule, vous voyez qu'en fait, si on regarde en contraste de phase à la microscopie, elle dépose cette substance blanchâtre. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est cette substance blanchâtre? Donc nous, on s'est intéressé un petit peu à caractériser cette substance blanchâtre. Le problème, c'est qu'en fait, si vous ne pouvez pas le regarder comme ça en contraste de phase. Il vous faut des façons plus spécifiques de regarder comment ça se passe. Donc, on a fait la chose suivante. Les bactéries sont recouvertes de sucre. Et, généralement, on sait que les biofilms bactériens, les communautés bactériennes, relâchent un très très grand nombre de sucre. Donc évidemment, la première hypothèse, c'est que la substance blanchâtre doit être composée de sucre. Comment est-ce qu'on peut le montrer? On se met dans un système, ici, où les bactéries, cette fois-ci, se déplacent dans une chambre en liquide, d'accord, et déposent ce qu'elles déposent sur une surface de verre. Et ensuite, on utilise une bibliothèque de lectine qui nous permet de marquer ce qui est suivi, si c'est un sucre. Donc déjà, il faut trouver la lectine qui va marquer. Effectivement, on en trouve une, on en a trouvé une, je vous la montre ici. Vous voyez un film, cette bactérie qui se déplace sur ce substrat, et vous voyez qu'elle dépose en fait cette substance qui est, cette fois-ci, marquée par la lectine. En quoi c'est intéressant de savoir ça? La première chose, c'est que c'est intéressant parce que ça nous dit qu'effectivement c'est un sucre qui est déposé. Et la deuxième chose, c'est que ça peut nous dire comment c'est déposé. Comment c'est déposé? On regarde de plus près. Vous voyez, cette cellule, elle se déplace. Mais ce qu'on voit, c'est que, en fait, on voit le signal associé à la lectine avant que ce signal soit déposé sur la surface. Vous voyez ici, par exemple, ce signal très fort qui est localisé au pôle. Vous voyez que ce signal-là, en fait, on le voit ici, on le voit ensuite ici, on le voit ensuite ici, et on le voit enfin déposé sur le substrat. Vous avez peut-être remarqué que la localisation de ce substrat est fixe par rapport au déplacement de la cellule. Et ça, forcément, puisque vous avez parfaitement suivi ce séminaire, vous dites, putain, mais ça, c'est exactement la dynamique de ce moteur de motilité. D'accord? Ça veut dire que quand vous voyez ça, vous avez tendance à imaginer
qu'on pourrait expliquer ça en imaginant que ce sucre est fixé par la partie terminale de l'appareil de motilité qui pousse sur le substrat et qui le pousse, il le tamponne. D'accord? Et si le tamponne, il le dépose. Est-ce qu'on peut le montrer? Oui, on peut le montrer. Puisqu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est maintenant regarder le dépôt de ce sucre alors que les cellules sont en mouvement. Et donc, on regarde à la fois cette fois-ci la localisation de l'appareil de motilité et le dépôt du sucre. Donc, vous avez cette cellule qui se déplace. Et maintenant, je regarde la localisation de l'appareil de motilité. Ici, c'est un des composants clés de l'appareil de motilité. Vraiment, c'est le moteur moléculaire. C'est vraiment un composant fondateur. Et vous voyez qu'en gros, il forme dans ce cas-là deux foyers fixes particulièrement proéminents, celui-ci et celui-ci. Et maintenant, vous dites, ok, où est son sucre? Et vous voyez qu'en fait, le dépôt du sucre est fortement enrichi, là où il y a ces deux dépôts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous propose que lorsque les bactéries se déplacent, en fait, elles mettent en jeu un appareil de motilité qui est en fait terminalement associé à un sucre. Et cet appareil de motilité, en poussant, et laisse en fait ici le sucre, de sorte qu'elle laisse en fait une trace sucrée terminale. D'accord? À quoi ça sert ce que je vous raconte? Mais en fait, vous avez peut-être le début de comprendre comment les cellules sont capables de retrouver le chemin laissé par les autres. Puisque si le sucre est en fait reconnu terminalement par la machinerie de motilité, alors forcément, une cellule qui va se balader par là va s'engager favorablement là où ça a été déposé parce qu'elle a déjà le ligand de sa partie terminale de motilité. Donc, c'est une possibilité pour expliquer comment les cellules sont se suivent. D'accord? J'ai pas plus de détails pour l'instant, puisque là, en ce moment, on est justement en train de dire, ok, c'est quoi ce sucre? Quelle est sa spécificité? Quelle est la partie terminale de l'appareil de motilité qui le reconnaît? Et si Michel me réinvite dans 2 ans, j'espère vous avoir toutes les réponses à ces questions. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait, donc je vous dis 2 choses. Je vous dis, dans le concept de Stieglergy, il y a 2 choses. Il y a en fait, ok, là, je vous dis, il y a la capacité à être reconnue, ça, ok, mais il y a aussi la capacité dans le coup de l'eau. Elle boit, elle donne à sa congénère en comprend que ça veut dire que la source peut suivre ce signal, et la partie signalisation. Ok. Alors, y a-t-il en fait, est-ce qu'en fait, en laissant ces traces, est-ce que les cellules signalent à d'autres cellules? Là, on va rentrer dans quelque chose de... Je vais vous donner des évidences que c'est possible, mais je ne veux pas vous donner la preuve que c'est le cas. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce que là, on rentre vraiment dans un aspect beaucoup plus spéculatif. Mais en tout cas, je pense qu'il est raisonnable de le proposer et ça va être basé sur les évidences suivantes. Donc, on est évidemment continué à chercher à comprendre ce qu'il y avait dans son dépôt en détail. Et pour ce faire, on s'est amusé en fait à faire se déplacer les cellules sur des grilles de microscopie électronique. Vous voyez, la cellule s'est déplacée. Et vous voyez qu'en fait, là, dans ce cas-là, elle laisse dans son sillage des structures que lorsqu'on regarde de plus près, en fait, sont des vésicules lipidiques. Donc en fait, je vous ai parlé d'un sucre, mais là, je suis en train de vous montrer qu'en plus du sucre, il y a des vésicules lipidiques. Et vous voyez qu'en fait, maintenant, vous faites un double marquage en microscopie électronique, où vous marquez à la fois le sucre et les vésicules, et vous voyez que ces vésicules-là sont enchâssées dans le sucre. D'accord? Comment ça peut arriver, ça? Ça peut arriver de la façon suivante. L'appareil de motilité est terminalement associé au sucre. Il appuie contre ce sucre, il le plaque, mais ce sucre, c'est un adhésif. D'accord? C'est du scotch. Et parce que, en fait, il met du scotch, sa membrane externe, qui est en contact direct avec le substrat, ça se retrouve arraché. D'accord? Et donc, vous imaginez qu'en fait, en gros, la bactérie, tout en se déplaçant, elle laisse des lambeaux de ventre, d'accord, qui restent enchâssés dans ce sucre. Est-ce que ça c'est une perte. Ça, c'est une perte due à l'activité de la motilité du système. Mais l'évolution fait que souvent les pertes sont recyclées vers des choses qui sont utilisables. Et donc la question c'est, est-ce que les bactéries qui suivent ce cheminement vont être capables de réincorporer ces fragments de membrane dans leur membrane, et est-ce que ça peut leur servir à quelque chose? Est-ce que ça peut leur servir à quelque chose? Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Est-ce qu'elles vont être capables potentiellement de réincorporer de la membrane? Je vais vous donner quelques éléments. D'abord, je vais vous montrer que, juste pour balayer tout artefact potentiel de la microscopie électronique, je vous montre que ce qu'on voit en microscopie électronique, on le voit en live, d'accord? Et là, en fait, on utilise une cellule, alors elle est vraiment bien celle-là pour ce qu'on veut faire, parce qu'en fait, elle est à 2 couleurs. En fait, elle a une protéine qui, en fait, permet de targeter une GFP dans la membrane externe, d'accord? Mais en même temps, elle a une protéine qui permet de targeter la M-chérie en rouge dans la membrane interne. Donc, en fait, vous regardez rouge, vous regardez sa membrane interne, vous regardez vert, vous regardez sa membrane externe.
Ça, c'est juste un contrôle pour vous montrer que les protéines sont effectivement dans les bons compartiments. Lorsque vous faites un choc osmotique, chez les bactéries à gram négatif, vous altérez la membrane interne et pas la membrane externe. Vous voyez que la membrane interne forme des invaginations, comme attendu, et c'est visible en rouge, mais c'est pas visible en vert. D'accord? Donc, tout ça pour vous montrer que les vésicules que je vous ai montrées en microscopie électronique, c'est de la membrane externe exclusive. Je vous montre ici, une cellule laisse se déplacer, c'est la cellule bicolore qu'on a laissé se déplacer. Vous voyez qu'en fait, elle laisse dans son sillage un marquage vert qui montre qu'elle laisse de la membrane externe, mais elle ne laisse pas de marquage rouge. D'accord? Donc c'est de la membrane. Et vous voyez, en fait, on peut le voir de différentes manières. Ici, je vous montre un comarquage entre le sucre en vert et la membrane externe. Alors, c'est possible d'utiliser une sonde rouge, des fois je jongle un petit peu pour pouvoir combiner les deux. Et ici, c'est la membrane externe en rouge, et vous voyez qu'en fait, elle laisse effectivement une trace de membrane externe enchâssée dans ce sucre. Ça, c'est juste pour vous montrer que ce que je vois en microscopie électronique, qui est souvent passible de l'artefact, est visible en live, et donc on peut vraiment l'étudier de façon biologique. Ok. Dernière partie de cet exposé, et qui vous dit est-ce qu'on peut échanger de la membrane externe entre les cellules? La réponse, c'est que je pense que oui. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? D'abord, en fait, je me base sur des observations qui datent des années 80, des généticiens qui travaillaient sur le système. En fait, ce qu'ils avaient réalisé dans les années 80, c'est que si vous prenez un mutant A et vous prenez un mutant B, et si vous les mélangez, de sorte que vous avez un mélange de mutant A plus B, alors que ces deux mutants sont incapables de se déplacer, vous récupérez de façon transitoire de la motilité. Vous voyez ici en bord de colonie. Mais si vous regardez plus près, c'est que seul le mutant B a récupéré la motilité. Lorsqu'ils ont regardé pourquoi, ils se sont aperçus que le mutant B, d'accord, en fait, a un problème de membrane externe. C'est-à-dire, en fait, il lui manque une protéine clé de la membrane externe, et ils se sont aperçus qu'elle avait récupéré la motilité parce qu'elle avait récupéré de façon transitoire une protéine de membrane externe donnée par le mutant A. Donc ça, c'est une preuve génétique indirecte, mais une preuve génétique qui vous dit que le mutant A est capable de transférer une protéine et pas un gène au mutant B, et que c'était une protéine de membrane externe. Alors, la question c'est, ça c'est génétique, et en fait, ce qui a été montré plus récemment, c'est que toute protéine de membrane externe est échangeable. D'accord? Ici, en fait, vous prenez une cellule rouge, qui a une protéine de membrane externe rouge, elle a en fait une des cellules non marquées qui ont une protéine GFP cytosolique, vous incubez ces cellules entre elles, vous attendez des heures, vous récupérez les cellules et vous apercevez que vous avez des cellules bicolores qui vous disent qu'effectivement, les cellules vertes ont par un mécanisme mystérieux acquis des protéines rouges. Et la question, c'est comment ça se passe. Donc nous, on est rentré là-dessus en disant, est-ce qu'on est capable de voir en direct, entre deux cellules, un échange? Bref, en gros, c'est vraiment un échange de protéines de membrane externe. Donc, d'abord, ce qu'on a fait, effectivement, c'est de voir si on était capable de voir ce que vous voyez les autres. On prend une cellule qui a, en fait, alors ici, en fait, on voit, en gros, des cellules marquées de la membrane externe, et on regarde, en fait, son transfert vers des cellules non marquées. C'est juste une quantification de ça qui montre que, non seulement on le voit, mais c'est une efficacité incroyable, parce que si vous incubez des populations de cellules pendant 12 heures, 80% des cellules non marquées ont acquis des protéines marquées des biologiques. Donc c'est un échange perpétuel très efficace. Et vous voyez que ça concerne exclusivement la membrane externe, parce que si vous prenez des sondes qui accumulent dans la membrane interne ou des périplaques, vous voyez absolument aucun échange. Donc maintenant, est-ce qu'effectivement c'est quelque chose? Alors vous pouvez imaginer plein de mécanismes pour les ça. En fait, c'est des vésicules, c'est de la lyse, c'est dans la communauté, en fait, il y a des cellules qui lisent, il y a d'autres qui récupèrent des lysats de cellules. Ou vous pouvez imaginer un mécanisme beaucoup plus direct, deux cellules en contact vont être capables vraiment de faire ça. Donc, est-ce qu'on peut le voir? Ça, c'est la manip où on le voit. Ce que vous voyez ici, c'est une cellule marquée dans la membrane externe, une cellule non marquée. Le premier fil, c'est pour que vous voyez le contexte. Ces deux cellules vont en contact, elles vont se toucher, et on va voir ce qui se passe. L'idée, c'est évidemment, est-ce qu'on peut voir apparaître de la fluorescence verte dans la cellule non marquée? Okay. Donc le premier film, vous ne regardez pas trop les fluctuations de fluorescence, regardez surtout en fait le contexte. Vous voyez qu'en fait ces deux cellules sont au contact, elle est au contact, etc. Et voilà, elles ont un contact relativement appuyé. Maintenant, en fait, on va se tourner vers la fluorescence, d'accord, pour voir vraiment s'il y a un transfert de fluorescence. La clé ici sur laquelle j'insiste, c'est que la cellule noire est complètement invisible initialement en fluorescence. Vous ne la voyez pas. Okay. En revanche, si vous faites tourner ce film maintenant, vous allez en fait voir apparaître la fluorescence de cette cellule au bout d'un temps qui est de l'ordre de 10 minutes.
Ce que vous venez de voir ici, c'est effectivement un transfert de fluorescence qui a été relativement rapide. Et en fait, quand on fait les quantifications, c'est un tiers de la fluorescence de la cellule donneuse qui est donnée en 10 minutes. Vous pouvez le voir de façon un peu plus analytique, parce qu'en fait, ce qu'on avait fait ici, c'est que la cellule noire est en fait marquée en rouge pour la membrane interne. D'accord? C'est pour la spécificité. Vous voyez que la cellule rouge rentre en contact avec l'autre cellule qui est dessinée ici, parce qu'on ne la voit pas dans le canal rouge, évidemment. Et vous voyez que la membrane interne marquée en rouge, absolument aucun transfert de fluorescence. Il n'y a pas de transfert de fluorescence d'une sonde de membrane interne. En revanche, si vous regardez maintenant la cellule verte qui va donc rencontrer cette cellule, vous voyez qu'effectivement, elle devient joliment marquée. Donc oui, il y a transfert de membrane externe et ça peut se faire entre deux cellules sur un temps relativement long. Ça, c'est des quantifications de fluorescence qui montrent ça. Comment ça se passe? Comment est-ce que ça peut arriver ça? Les généticiens avaient déjà une proposition. La proposition, c'est qu'en fait, ils avaient trouvé des gènes, une protéine TRA, ici, qui semble être une protéine de surface et qui semble être importante pour le transfert. Et donc, ils avaient proposé que des interactions homotypiques entre cette protéine, enfin pas tout à fait homotypiques, entre TRA et des glycanes, enfin bref, un système pas tout à fait caractérisé, permettrait le rapprochement transitoire de deux cellules et de créer ce qu'ils appellent une synapse de membrane externe qui va permettre en fait une fusion temporaire des deux membranes et donc un échange du contenu de membrane. D'accord? La question c'est, est-ce qu'on peut le montrer? Et nous, on avait effectivement un truc. C'était que la question qu'on pose, c'est effectivement, est-ce qu'une synapse se forme entre ces cellules? Et en fait, vous pouvez envisager comment est-ce qu'on peut le voir? On peut envisager le cas suivant. Deux cellules se déplacent en direction opposée. Ces deux cellules arrivent au contact. D'accord? Pour l'instant, il ne se passe rien. Et là, ici, elles forment la synapse de membrane externe. En d'autres termes, la peau extérieure devient une seule peau. Elles sont continues par la peau. En fait, il n'y a pas nécessairement un couplage entre la formation de la synapse et le mouvement. Donc en fait, ce que vous pouvez envisager, c'est que ces deux cellules se séparent sans que la synapse ne soit cassée. Et si elle n'est pas cassée, alors ces deux cellules doivent tirer un tube de membrane externe entre elles. D'accord? De voir un tel tube serait une belle indication qu'il y a formation de la synapse. Donc on a cherché ces tubes. Donc là, si on ne les avait pas vus, je ne vous le montrerai pas. Donc là, effectivement, ce qu'on regarde, c'est un groupe, c'est des cellules qui se déplacent, elles sont marquées par un sonde de membrane externe. Et vous voyez que lorsque ces cellules entrent dans un groupe, elles se séparent et vous voyez, en fait, vous pouvez détecter des tubes qui sont tirés entre les cellules et qui se cassent. Donc la réponse, peut-on voir des tubes? Oui, on peut voir des tubes. Maintenant, en fait, on peut dire, attends, est-ce que les tubes qui présentent, c'est exactement ce qu'il envisage? Donc maintenant, je vais vous prendre des manips qui vous disent que oui, les tubes qu'on voit, c'est ce que je pense être que je vous ai présenté un peu plus en détail. Pourquoi? Première chose, déjà, évidemment, je vous montre que c'est des tubes. Ces tubes-là, c'est des tubes de membrane externe. D'accord? On utilise la souche bicolore pour le savoir. Membrane interne rouge, membrane externe en vert. Vous voyez que le tube entre ces deux cellules n'est marqué que par la sonde de membrane externe. Donc c'est du matériel de membrane externe. Deuxième requis, le tube doit être continu avec la cellule. D'accord? C'est une fusion. D'accord? Donc comment on peut le tester? On peut le tester par des manips de fluorescence microagglomérulaire photométrique. Vous avez ici une cellule qui s'est déplacée et qui a un tube. Ce tube est connecté qu'à cette cellule. D'accord? Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on focalise un laser sur le tube et on regarde si on récupère de la fluorescence. On s'aperçoit que non seulement on la récupère, mais quand on regarde les quantifications, on s'aperçoit qu'on récupère cette fluorescence à partir du corps cellulaire. Ça veut dire quoi? Que cette extension de membrane externe est effectivement continue avec la membrane externe. Donc premier critère, oui on voit des tubes. Deux, c'est effectivement continu. Troisième critère, c'est que si ce tube est associé avec en fait la synapse de membrane externe, alors ces tubes doivent se former entre deux cellules qui transfèrent. D'accord? Ça c'était plus dur à montrer. Donc ce qu'on a fait ici, c'est parce qu'en fait la durée de vie de ces tubes est réduite. Donc là on est obligé de travailler non plus avec une GFP qui en fait pose une difficulté, avec une GFP qui diffuse assez lentement. On utilise en fait une molécule qui s'appelle le DIO qui s'insère dans le feuillet lipidique de la membrane et qui en fait nous permet de regarder en fluorescence. Vous voyez ici, vous avez une cellule marquée ici qui est en contact avec plusieurs cellules, dont une cellule non marquée, ici, la grande. C'est important de voir que ce dye ne diffuse pas juste parce qu'il est en contact avec plein d'autres cellules. Ces cellules sont dans un environnement où elles sont en contact avec plusieurs cellules et vous allez voir que cette cellule-là ne transfère le marqueur qu'à cette cellule. Et vous voyez ici, vous voyez que en fait, le transfert du marqueur, vous le voyez, il est très net vers cette cellule-là. Et vous voyez quand cette cellule, au fur et à mesure que cette cellule en fait, descend, elles sont connectées à un tube. D'accord? Donc là, je vous ai montré que deux cellules qui transfèrent
Et on peut associer la présence de tubes à des cellules qui transfèrent. La chose que je ne vous ai pas montrée, c'est que le transfert peut se faire à travers le tube. Ça, c'est la preuve ultime. Ça vous montre qu'il y a une continuité entre le tube et la cellule. D'accord ? Pour ce faire, ce que vous devez faire, en fait, c'est trouver une cellule marquée qui rentre en contact avec une cellule non marquée et que vous voyez un transfert de fluorescence alors que ces cellules sont déjà physiquement séparées mais reliées par un tube. Ça, on l'a cherché, on a galéré et on a fini par le trouver. Vous le voyez ici. Donc, en fait, là, je vous donne encore une fois le contexte pour que vous compreniez ce que vous voyez. Vous voyez une cellule ici, elle est fortement marquée. Vous voyez une cellule ici, elle est faiblement marquée. Vous voyez d'autres cellules qui ne sont pas du tout marquées. Ce que vous allez voir, c'est lorsque cette cellule va se séparer de cette cellule, elles vont être reliées par un tube et la fluorescence de cette cellule va augmenter alors qu'elles ne sont reliées que par le tube, mais elles ne sont plus du tout en contact direct. En revanche, la fluorescence des protéines, des cellules qui sont autour, ne va pas changer. Donc vous voyez ici, donc ça c'est le contexte, et vous voyez qu'en fait la fluorescence a augmenté, elles sont reliées par un tube, et ce qui est intéressant c'est qu'ici vous voyez la rupture du tube. Donc vous pouvez faire des quantifications assez sympas, là je vous voyais le fil, ça augmente, ça casse, d'accord? Et après vous faites les quantifications, et quand vous faites, et vous voyez aussi, j'insiste beaucoup sur le fait que toutes les autres cellules ne sont pas marquées, d'accord? C'est vraiment entre les deux cellules sont connectées par le tube. Ce qui est sympa c'est que vous pouvez faire les quantifications suivantes, vous regardez la fluorescence de la cellule donneuse et la fluorescence de la cellule receveuse. Si je regarde la fluorescence de la cellule donneuse ici, vous voyez, elle a une pente qui est linéaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est la perte de fluorescence due au photobleaching. En revanche, la fluorescence de la cellule receveuse, malgré le fait qu'elle est soumise à photobleaching, augmente, ce qui veut dire qu'elle acquiert la fluorescence. Et elle acquiert la fluorescence jusqu'à un point qui est ici, qui est le point de rupture du tube. Et une fois que le tube est tombé et a été cassé, vous voyez que cette fluorescence, elle se diminue avec la même pente liée au photobleaching. Ça, c'est une indication forte qu'effectivement, cette fluorescence a été échangée à travers le tube jusqu'à ce que ce tube soit rompu. Voilà. Donc là, je pense qu'en fait, j'en ai fini avec les données. Et en fait, là, je vais vraiment conclure assez rapidement pour vous proposer un schéma un peu fou pour l'instant, hein, parce qu'en fait, on n'a pas le début d'une preuve que c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, c'est plutôt une philosophie vers laquelle on penche, de dire que en fait, des comportements tels que vous voyez ici sont expliqués, par une activité, on va dire, cognitive, c'est-à-dire le système nerveux central de la bactérie qui, au lieu d'être un système nerveux tel que le nôtre, ça va être ce système de transduction du signal que vous caractérisez. Capacité de cellules à changer de direction en réponse à un signal, donc en réponse à un système de transduction du signal. Mais que ça va pas être suffisant pour expliquer ce genre de coopération, et qu'en plus de ça, il va y avoir des phénomènes où les cellules vont potentiellement déjà dire à leur congénère, dire c'est un grand mot, déposer une information qui permet au congénère de suivre cette information, et pourquoi pas d'échanger des signaux dans un système, on va dire, vraiment type la fourmi. Vous voyez, vous pouvez imaginer en fait une cellule qui se déplace, elle dépose par défaut son sucre et des vésicules, parce que ça c'est l'activité du système de motilité, mais quand elle rencontre une source positive, alors peut-être elle va se mettre à synthétiser un signal qui va faire que cette fois-ci les signaux de membrane sont chargés d'un signal. D'accord? Une phéromone par exemple, un bactérien qui fait qu'en fait les autres bactéries cette fois-ci vont tout préférentiellement suivre cette ligne. Vous comprenez l'idée? Le dépôt de ces vésicules n'est pas une décision, c'est en fait une perte associée à l'activité du système de motilité. En revanche, l'idée sur laquelle on travaille, c'est de dire que cette perte-là est recyclée dans une capacité de signaler, peut-être, on ne l'a pas montré, en chargeant ces vésicules de membrane externe par des signaux qui vont cette fois-ci avoir véritablement une fonction coopérative. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Je vais quand même remercier vraiment les gens qui ont travaillé avec moi sur ce projet et sans qui en fait il n'y aurait tout simplement aucune manip de ce que vous avez vu. Et là, donc, deux thésards exceptionnels, Yongzhang et Mathieu Buteau, qui travaillent sur l'aspect vraiment directionnalité de cellules individuelles, et tout le travail que vous avez vu sur l'échange des vésicules, ce travail d'un postdoc exceptionnel qui est Adrien Ducré, aidé par Betty Fluchot et en microscopie électronique, c'est Saint-Berger. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention. Bravo. Magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des questions? La deuxième partie d'échange entre cellules, c'est en fait un modèle peut-être aussi de ce même système qui se passerait avec des choses qui seront mortes, qui seraient les vésicules. Un type de récepteur sur le même. Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est que la capacité d'échange, elle est très spécifique. Elle est associée à cette protéine TRA, d'accord? Et en fait, ce qu'on sait du travail de génétique, c'est que
Vous pouvez, en fait, pour qu'il y ait l'échange, il faut que la donneuse ait tra, mais que la receveuse ait tra aussi. Donc on ne récupère pas n'importe quoi, il faut récupérer uniquement une cellule qui a le. Ah, vous avez bien une question. C'est obligé. Moi j'en ai 5 en anglais sur la Oui. Les protéines qui sont échangées entre les deux bactéries, est-ce que ça peut changer éventuellement la structure membraneuse de la bactérie réceptrice? Alors, la réponse est que potentiellement oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, effectivement, on a montré qu'en 10 minutes, c'est un tiers des protéines de la donneuse qui étaient passées dans la receveuse. En fait, si on fait durer les temps d'incubation, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des receveuses qui vont littéralement en fait, troquer leur membrane avec d'autres cellules. Donc si vous imaginez maintenant des cellules qui ont effectivement une hétérogénéité de membrane, alors effectivement on peut échanger le costume. C'est une vraie possibilité. Maintenant en fait, est-ce qu'il y a de telles différences entre les sous-types? Ça veut dire que c'est au niveau des régulations environnementales. Ça on le sait. Et est-ce qu'il est stable pour les protéines acquises par la bactérie? Est-ce que c'est assez stable l'acquisition des protéines par la bactérie? Que ça permet à cette dernière. Ah ouais, ça c'est une bonne question. Alors, évidemment, ça dépend de quelle protéine on parle. Ça, c'est la stabilité à avoir. Là, pour le coup, on va dire que c'est intrinsèque à la protéine donnée. Par contre, là où je peux vous dire que c'est suffisamment stable, c'est que dans certains cas, c'est vraiment dans ces manips des généticiens des années 80 qui sont vraiment robustes, c'est que là, la récupération de la protéine par le mutant D, elle est suffisamment stable pour lui donner la capacité de bouger pendant quelques heures. D'accord. Donc là, fonctionnellement, en tout cas, la récupération se traduit par une véritable capacité à bouger. Et donc les tubes mettent en contact deux espaces périplasmiques, c'est ça? Alors, les compartiments entre la membrane, la paroi interne et la membrane externe. C'est une première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des évidences? Donc, il y a le tube, est-ce qu'il y a des évidences d'échange de choses présentes dans l'espace périplasmique qui migrent d'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse? Et si oui, éventuellement, ça donne une idée de la nature de ce qui peut être échangé. Est-ce qu'il y a des fragments d'acide nucléique qui peuvent passer par là? Alors oui. Alors la réponse, première question, oui, les tubes, tels qu'on les envisage, mettent en place une continuité périplasmique. Puisqu'en fait, on les a mesurés en microscopie électronique, font de l'ordre de 50 nanomètres. Ça y est, en fait, quand on sait que la membrane externe est généralement estimée autour de 15 nanomètres, ça fait quand même une lumière périplasmique importante. Par contre, on n'a aucune évidence d'échange de protéines périplastiques. Vraiment, on a testé en long, en large, en travers. En fait, on ne voit pas du tout passer les protéines périplastiques. Donc là, on est obligé d'imaginer que quand même c'est assez bouché. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des protéines? Est-ce que la synapse en fait bloque l'accès des protéines périplastiques? En tout cas, c'est clair qu'on ne le voit pas. Et en termes de division cellulaire, est-ce que certains des processus que tu as décrits interviennent au moment où une bactérie se divise entre guillemets? Alors, non. Ce que tu montres, c'est entre deux individus différents. C'est pareil. Ouais, est-ce qu'ils sont différents? Oui, c'est pareil. Et est-ce qu'au moment où un individu bactérien, une pseudococus, se divise pour les deux individus, est-ce que certains des phénomènes que tu as décrits interviennent ou sont concernés? Alors, pendant la division cellulaire, l'activité du motilité est éteinte. D'accord. Et ça, on le voit très simplement, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les appareils de motilité, au moment où les cellules rentrent en division, on voit une dispersion complète de la fluorescence, une extinction de la fluorescence, la cellule se redivise, et là, ensuite, on voit réapparaître la synthèse des protéines. Donc, il y a un couplage assez intéressant, pas élucidé, entre division et motilité. On s'arrête, on se divise. Par contre, pour les histoires d'échange de membrane, là, il n'y a pas de données. Mais on pourrait, c'est possible, mais là, il n'y a pas de données. Question plus générale, est-ce que l'Ixococcus c'est une curiosité dans le monde vivant ou est-ce que ce type de mécanisme peut-être est relativement général ou assez diffusé? À part les fourmis, hein. C'est juste les fourmis. Alors, toutes les bactéries motiles sur surface laissent des choses. D'accord. On n'a pas regardé les lipides, mais en fait, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'en fait, c'est véritablement des déchets, hein, c'est des trucs qui sont laissés. Donc, j'aurais tendance à dire que, en fait, si te répondre
Est-ce que d'autres bactéries vont laisser des sucres et des lipides? La réponse c'est j'en suis quasiment sûr. Maintenant à la question, est-ce que ça c'est vraiment utilisé pour du signal? Déjà nous on l'a pas montré, et nous la seule évidence qu'on a c'est la fusion, cette sorte de transfert qui n'a été montré pour l'instant que chez Mixo. Et ça a été montré que chez Mixo parce qu'en fait c'est pas facile à démasquer. Parce que c'est des choses où si on fait des mutants de transfert, les mutants des protéines CRA, ils n'ont pas de phénotype évident en culture pure. Ils ont des phénotypes qui apparaissent en mix avec d'autres espèces. Et ça a à voir peut-être en fait ces mécanismes-là, au-delà de la signalisation, ça peut être à voir avec la reconnaissance du soi. D'accord? Et des mécanismes de coopération dirigés de cellules, puisque la donneuse et la receuse doivent l'avoir, c'est plutôt vers ça que ça. Donc j'aurais tendance à dire que ces mécanismes-là, ils doivent exister ailleurs, mais ils n'ont juste pas encore été trop démasqués. Et par exemple, chez la levure, ils ont montré que les floculines, en fait, c'est vraiment peut-être le même type de choses. Les floculines, en fait, en gros, c'est intéressant pour en fait, en bière, en fait, les gens qui travaillent sur la levure dans le laboratoire ne veulent pas qu'elles agrègent. Mais les gens qui travaillent pour faire de la bière veulent qu'elles agrègent pour la fermentation. Et en fait, on s'aperçoit que l'agrégation, elle est due à l'expression d'un déterminant qui permet en fait d'adhérer avec sa voisine qui a le même déterminant. Quand elle fait ça, les cellules forment des communautés qui se protègent et qui excluent celles qui ne le font pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des histoires de coopération par reconnaissance de l'autre. Peut-être que c'est ça. Bon, merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup.